Cette semaine à l'émission, vous verrez que Xavier est toujours de bons conseils pour les entrepreneurs et on parle de culture biologique. Bienvenue à Défi agricole. Xavier peut compter sur l'appui de Pierre-Luc Laflamme pour l'accompagner pendant le camp agricole. Donc, bonjour Pierre-Luc. Parle-nous un petit peu de ton rôle au niveau du projet du camp d'entraînement agricole de la capitale nationale cet été. Bien, dans le fond, j'interviens au camp ici comme intervenant pour les aider un peu aux entrepreneurs, les coacher un peu, autant au niveau technique, s'ils ont des questions sur les instruments, le BCS, aussi au niveau professionnel là, pour l'irrigation, l'engrais, tout ce qui est un peu plus agronomique. Puis, dans le fond, justement, c'est un peu dans le cadre de mon stage en agronomie à l'Université Laval. Tu es en quelle année? C'est quoi ton cheminement là, un peu? Là, dans le fond, ton présentement, profil, je suis en 3e année sur 4e à l'université. Puis je suis en profil végétal, donc ça cadre parfaitement dans ma situation. Là. C'est bon. Maintenant, il y a quelques petits équipements qu'on va vous présenter ici. Très simple. Fait que si on commence ici par un simple pluviomètre pour voir, dans le fond, la quantité de pluie au fil des jours, au fil des semaines. Donc, pour être capable d'ajuster l'irrigation aux besoins et savoir qu'est-ce qui est tombé en termes de quantité d'eau sur le site. Maintenant, on a d'autres petits équipements que Pierre-Luc va vous présenter aussi au niveau de l'irrigation. Donc, le principe d'un tensiomètre, c'est qu'à son extrémité, il va y avoir une pierre poreuse qui va servir pour les échanges entre l'eau et le sol. À ce moment-là, il y a de l'eau dans la colonne ici, c'est de l'eau distillée. Et plus que la tension elle va être faible, donc négative, plus que l'eau dans la colonne va être attirée vers le sol. À ce moment-là, ça veut dire que le sol va être plus sec. Et aujourd'hui, avec des journées comme on peut avoir des lectures de tension près de zéro, c'est quand le sol est humide. Après ça, nous, comment on a installé notre station ici, c'est qu'il y en a un qui est plus creux, à la limite inférieure des racines, puis il y en a un qui est plus à la surface. Lui, c'est un petit peu à la surface qui va nous indiquer quand commencer notre irrigation. Puis lui qui est plus creux à la limite inférieure des racines va nous dire un peu quand cesser notre irrigation pour la culture. Donc ici, comme vous avez pu voir, c'est des modèles qui sont assez simples, ceux-là. Des modèles électroniques. Il y a une lecture qui est électronique dessus, mais il faut aller faire la lecture manuellement. Donc noter après ça ou faire nos ajustements d'irrigation, démarrer, arrêter le système d'irrigation en fonction des lectures manuelles qui sont réalisées. Il y a d'autres modèles qui sont plus sophistiqués, qui sont automatisés avec un système de pompe, des valves, donc pour permettre d'arrêter ou de démarrer le système d'irrigation automatiquement selon la sécheresse ou pas du champ pour maximiser le rendement des cultures. L'outil à moteur qu'on a ici sur la ferme, dans le fond, il est vraiment polyvalent et pratique pour les entrepreneurs ici parce qu'il y a plusieurs fonctions. Là, présentement, vous l'avez vu travailler tantôt, il est sur le rotoculteur buteur. Ça veut dire qu'au milieu, il va travailler le sol en la revirant. Puis sur les côtés, il va y avoir des vis qui vont rapporter le sol pour faire des planches qui vont être prêtes à semer. Il y a aussi plusieurs attachements qu'on peut mettre sur le BCS, comme un sarcleur. Il va y avoir aussi une faucheuse qu'on peut mettre. Puis aussi, il va y avoir une récolteuse à patates ou à oignons. Puis à ce moment-là, ça, c'est plugué sur le PTO. Il y a un arc de transmission qui fait tourner la machinerie sur le BCS. Puis ça simplifie vraiment la vie parce qu'il y a plusieurs opérations qui seraient autrement pas mécanisées que l'on peut faire de façon mécanisée. Donc, on sauve beaucoup de temps. Un peu plus tard dans la saison, nous sommes revenus pour voir comment se passait le camp, entre autres pour Émilie et Samuel, et voir avec eux les défis qu'ils ont à relever. Ça va quand même bien. C'est sûr qu'on a des hauts puis qu'on a des bas, mais tout ce qui est transplantation, plantation, bien, ça a été comme je le désirais. Sauf que bien, c'est sûr que la température, ça joue un peu contre nous parce que
par exemple, lundi, bien là, on a eu des grosses bourrasques de vent. Donc, dans le tunnel, la toile qu'il y a dans le fond, elle a levé par-dessus les plants. Donc, ça les a comme étouffés. Ils ont eu très, très chaud. Fait que là, il y a plusieurs plants qui ont cassé. On a perdu des feuilles. Donc, ça affecte beaucoup. Là, c'est sûr qu'on remédie à la situation. Il y a aussi les insectes. Les insectes, eux, ils mangent les plants. Donc, c'est sûr que là, ça les aide pas à se remettre en vie, à faire des fruits et à prospérer. Mais sinon, ça va bien. Là. On réussit quand même à les contrôler. Puis par rapport justement aux insectes avec tes filets, bon, est-ce que tu penses que ça a fait quand même un bon contrôle en général avec les altises ou certains de tes crucifères là, dans les filets? Bien, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a installé le filet anti-insectes un petit peu trop tard en saison. Donc, ça a le fait que les insectes étaient déjà dans le filet. Donc là, c'était comme un gros garde-manger. Fait que là, ils ont comme tout mangé ce qu'il y avait à l'intérieur qu'ils pouvaient. Donc, il a vraiment fallu comme essayer de contrôler ça. Mais maintenant, ça va bien parce que ça fait vraiment une barrière physique. Donc, ceux qui sont à l'extérieur ne peuvent pas rentrer à l'intérieur. Donc, ça, au moins, ça protège beaucoup. Là. Parle-nous un petit peu des insectes là, qui ont affecté ici tes plants au niveau des cucurbitacées. Bien, en fait, on a fait des semis. Moi, j'ai fait des semis à la maison. Donc là, j'étais arrivée avec mes plants, j'ai tout transplanté mes plants, tout allait bien. Il n'y avait pas d'insectes, donc je les ai toutes transplantées, j'étais toute contente. Puis 2 jours plus tard, il y avait des centaines de chrysomèles. Ils ont toutes mangé les plants. En fait, là, ça l'a fait sécher les feuilles parce qu'ils ont toutes mangé ce qu'il y avait à l'intérieur de la feuille. Donc, on a perdu beaucoup de plants, mais il y en a quand même étonnamment plusieurs qui ont survécu. Et comme par magie, ce matin, on n'en trouve plus. Donc, c'est une bonne nouvelle. Là. On va pouvoir en transplanter d'autres pour ceux qui sont morts. Donc ici, la chrysomèle rayée du concombre, ici qui vient manger les feuilles, puis affecter vraiment les jeunes plants. Donc ça met en péril leur survie, en fait. C'est un insecte là, qui a des lignes rayées sur son dos. Puis c'est dans la famille ça vient affecter plusieurs cultures dans la famille des cucurbitacées. Il y a des filets protecteurs qui peuvent venir empêcher ça, ou encore des biopesticides qui peuvent venir réduire ou empêcher les populations de grignoter les plants de cucurbitacées. Alors Samuel, parle-nous un petit peu de tes récoltes et tes prochaines livraisons de paniers, tes premières livraisons de paniers de légumes. Bien, mes abonnements commencent la semaine prochaine. Donc là, je récolte mes radis en prévision de ces paniers-là. Puis après ça, je vais avoir mon kale, ma laitue, surtout à récolter prochainement. Puis probablement que le jour même, je vais récolter ce qui est chou rave, bok choy, épinards. Puis après ça, bien, c'est ça qui va être mon premier panier environ. Est-ce que tes radis sont fait attaquer beaucoup par les altises ou par d'autres insectes? Oui, bien c'est sûr qu'évidemment, on a beaucoup d'insectes dans le champ. Fait que chez les radis, j'ai eu des problèmes d'altise, mais ils n'ont pas trop causé de dégâts. Là. Ils ont fait quelques petits trous sur le feuillage. Mais heureusement, les radis, c'est assez rapide. Fait que le problème a été réglé assez rapidement. Là, je les cueille tout de suite, fait que ça va être fait. Alors, Samuel, maintenant, parle-nous un petit peu de ta culture d'oignons, depuis quand c'est transplanté? Oui. Ici, dans le fond, j'ai 5 planches d'oignons puis 2 de poireaux. Je les ai transplantés, c'était début mai, je crois, dans les alentours du 8 mai. Puis, c'est ça, finalement, ça va très bien. Là. C'est sûr, j'ai beaucoup de problèmes de mauvaises herbes. Fait qu'à chaque semaine, il faut que j'ai des herbes au complet. Parce que c'est une culture qui prend pas beaucoup d'expansion, donc son feuillage ne couvre pas le sol, fait que les mauvaises herbes en profitent. Puis sinon, bien, ils ont bien repris, là. Je suis assez satisfait. J'avais déjà fait des oignons auparavant, mais ça n'avait jamais donné de gros bulles, fait que cette année, je me croise les doigts pour que ça fonctionne. Puis le poireau aussi, ça va super bien, là. Pas d'insectes non plus dans cette culture-là jusqu'à maintenant. Là. Donc, parle-nous un petit peu de tes tomates. Je pense que c'est ta production dans les préférés Ouais, au niveau de ton nombre de plants. J'ai décidé cette année de focusser beaucoup sur les tomates. C'est une culture qui est assez facile, généralement, puis c'est assez populaire aussi auprès des clients.
Fait que j'ai 7 planches de 130 plants, fait que faites le calcul, fait que ça m'en fait vraiment beaucoup. Puis à travers ça, j'ai 8 variétés de tomates, 6 de petites et 2 de grosses, c'est ça, ouais. Puis c'est ça, là, jusqu'à maintenant, ça va très bien, là. Il y a eu du gel il y a 2 semaines. J'ai perdu quelques plants, puis quelques feuilles. Mais en général, ça a très bien survécu, ça a bien repris. Peut-être que vous allez pouvoir voir tout à l'heure, là, mais j'ai déjà des fleurs sur la plupart de mes plants que j'ai plantés en premier. Fait que c'est ça. Sinon, ça va très bien de ce côté-là. Ils ont été affectés un petit peu par le vent, mais ils vont Ouais. possiblement se reprendre. Ouais, bien c'est sûr que le vent ici, c'est un gros facteur, là. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'arbres. Fait que quand le vent il rentre fort. Mais une fois qu'ils sont bien enracinés, la tige elle solidifie par elle-même. Puis on peut leur installer des tuteurs comme j'ai fait. Ça les aide un peu. Mais c'est sûr qu'il y en a qui cassent, mais à la quantité que j'ai, c'est vraiment pas stressant de mon côté, là. Xavier et Pierre-Luc mentionnent qu'il est important de bien connaître le profil du sol à exploiter. Donc, on a creusé un profil de sol. On l'a creusé sur 18 pouces de profondeur, puis c'est vraiment pour aller voir la profondeur où nos racines vont descendre. Parce que dans le fond, s'il y a une zone qui va être plus compactée, on va voir que les racines ne descendront pas jusqu'à leur pleine profondeur. Donc, le plant, à ce moment-là, il ne pourra pas avoir la croissance optimale et le rendement désiré aussi. Donc, si on regarde ici un petit peu un profil de sol, ici on a creusé jusqu'à 18 pouces de profondeur. Donc, on prend une bonne vieille pelle ronde pour creuser, vraiment voir ce qui se passe en dessous dans le sol, parce que c'est vraiment la santé des plantes. Quand le sol est en santé, les plantes vont avoir un meilleur rendement, les légumes, les fruits, vos cultures vont produire davantage. Donc, c'est vraiment de voir s'il y a des racines qui descendent en profondeur, s'il y a la présence de beaucoup de vers de terre, de matière organique, s'il y a une zone compactée, comme je mentionnais, là, qui limite le développement des racines, ou encore s'il y a une problématique de drainage, c'est-à-dire que s'il y a trop d'eau dans le sol, si l'eau ne s'égoutte pas bien, si la nappe phréatique est trop élevée, ça va limiter vraiment le développement des racines et par la suite le rendement de vos cultures. Vos cultures vont produire moins en termes de quantité. Donc, c'est un petit peu ça en abrégé. Vous pouvez regarder aussi en touchant aussi le sol, en regardant un peu la texture du sol, si c'est davantage un sol qui est argileux, laumeux ou plus un sable, un sol qui est plus léger. Vous pouvez également regarder les mottes. Est-ce qu'ils se défont bien? Est-ce qu'ils se défont moins bien? Donc, la présence de compaction un petit peu à ce niveau-là. Donc, c'est les éléments qui peuvent être regardés et en lisant un profil de sol. Allons voir maintenant qui sont les entrepreneurs des sites satellites au camp. Commençons par une visite à Saint-Ferréol-les-Neiges avec Caroline et Vincent. On a acheté ici il y a environ 3 ans. C'est une ancienne terre qui a cultivé des pommes de terre à la base. Ça a été abandonné, ça a été en friche depuis plus de 30 ans. Fait que là, on a commencé à défricher en 2019. C'est ça, tranquillement, pas vite. On avance dans la terre, jardin par jardin. Je m'appelle Caroline Roy. On est situé à Saint-Ferréol-les-Neiges. Ici, on est à la ferme Patatos en Folie. Voici mon conjoint. Vincent Villemot. Ici, on fait de la culture sur petite surface. C'est 0,3 hectares. Et puis, on vise une mise en marché au marché de Saint-Ferréol-les-Neiges, ainsi que la restauration de la ville de Québec. Nous, les deux, à la base, on vient de la restauration. On est deux cuisiniers. Fait que c'est le fun. Comme ça, on connaît beaucoup les chefs à Québec, vu qu'on a travaillé là la plupart de notre vie, en fait. Fait qu'on a beaucoup de contacts. Fait que pour nous, aller vendre en ville, ça va être vraiment plus facile. On n'aura pas de mise en marché à faire. Fait que vu qu'on les connaît tous très bien, fait que c'est pour ça qu'on veut exploiter. On sait aussi, on aime vraiment qu'est-ce qu'on fait pousser. On essaie de le faire le mieux possible. Vraiment les plus beaux légumes, des légumes des fois un petit peu plus recherchés. Et puis, c'est toujours merveilleux à chaque fois qu'on va livrer de voir l'excitation des chefs là, qui sont vraiment très contents des légumes qu'on les apporte. Quand on les apporte aussi, ils sont super frais, ils sont propres. Fait que les chefs n'ont pas besoin de les nettoyer, sont prêts à utiliser. Fait que ça, les chefs sont super contents de nos légumes.
Donc, ça peut être important de traiter là, dans les prochaines semaines. Pourquoi on s'est inscrit au camp? Parce que ben, moi, je voulais accroître mes connaissances dans le jardinage, vu que j'avais pas un gros... Dans le fond, j'avais pas beaucoup d'expérience là-dedans. J'avais juste mon expérience que j'avais avec Vincent. Puis, c'était vraiment le fun. Ça nous a apporté beaucoup de structure, je trouve, dans le jardinage. On est vraiment plus structuré, ben, pour moi. Oui, il y a beaucoup de partage de connaissances là aussi avec tout le groupe du camp. Xavier nous aide énormément. La moindre petite question, il est toujours là pour nous. On a aussi la chance, nous, d'avoir un nouveau BCS, c'est un motoculteur. Et puis avec le camp agricole, on a la chance d'essayer tous les outils imaginables qu'on pourrait un jour peut-être rêver d'avoir. Pour les jeunes entrepreneurs qui sont au camp d'entraînement agricole, il peut être intéressant pour eux de savoir comment certains entrepreneurs locaux se sont installés sur la côte de Beaupré et comment ils ont su s'adapter à leur environnement. Nous sommes alors rendus en compagnie de Michèle Abdelnour, conseillère en développement culturel et rural chez Développement Côte de Beaupré, à la Bioferme des Caps. C'est une entreprise que Michèle continue d'accompagner dans son développement. Moi, je suis native de Petite-Rivière-Saint-François. J'ai vécu toute ma vie à Montréal. Mon rêve, c'était de revenir dans la région. Cette-Île-des-Caps, la côte de Beaupré, c'est plus près de Québec, c'est plus pratique. T'as l'impression d'être en campagne. Fait que je préférais ça que Petite-Rivière, qui est quand même plus loin, là. C'est un autre monde. Je comprends. Est-ce que tu peux me parler du début du parcours ici à la Bioferme des Caps? Quand j'ai acheté, Julie est devenue tout de suite mon associée. Puis dès le départ, on a décidé de planter des fruitiers parce qu'on ne savait pas quoi faire avec la terre, puis on ne savait pas qu'est-ce qu'on ferait comme produit. Mais dès le départ, on a décidé que ce serait par des moyens de transformation qui sont de la déshydratation, fermentation ou germination. Fait qu'on avait déjà ça en tête. Fait qu'on a planté le plus de fruitiers possible, tous les fruitiers qu'on connaissait qui pouvaient pousser ici, en zone 3. On a fait de la germination, des pousses pour arriver à notre fameux kombucha. Puis le kombucha, bien, c'est pas très connu ici, il y a 8 ans. Fait que j'ai commencé en allant acheter, je ramassais des bouteilles au dépanneur à Saint-Joachim. Coûtait 25 cents la bouteille de bière usagée que je lavais. Puis je remplissais. Puis la première semaine, je m'en souviens, on avait fait 50 bouteilles. Puis on était nerveux. On se demandait si on allait les vendre. Puis aujourd'hui, ça a changé? Oui, aujourd'hui, ça a un petit peu changé. J'achète plus mes bouteilles au dépanneur. Non? Veux-tu me parler du réseau de distribution du kombucha actuel? Moi, j'ai Orange Maison, qui est mon principal distributeur à travers la province. J'ai Global Bio, qui est un petit distributeur qui est vraiment plus spécialisé dans les épiceries fines, dans les épiceries bio. Puis qui a une belle clientèle pour moi, à vrai dire. Là, on s'entend bien. J'ai Gravel et Tremblay pour toute Charlevoix. Puis nous autres. C'est ça. Parfait. Est-ce que tu veux me parler aussi de ta chaîne de production? À quel point vous êtes équipé, tout ça, par rapport au début? Bien, au début, je remplissais mes bouteilles avec un entonnoir. Vraiment. Les gens peuvent t'en parler. On a des photos. Maintenant, bien, on est semi-automatique. C'est pas la grosse chaîne de montage, là. On est semi-automatique. Il faut quand même mettre 4 en ligne minimum pour que ça fonctionne bien, là, du point A à l'étiquette que M. Gaudin pose. On fait dans une journée autour de 2500 bouteilles. C'est mieux que 50 par semaine. C'est mieux que 50 par semaine, oui. C'est bien. Veux-tu me parler des différentes cultures que vous avez ici, ce que vous produisez au champ? Au champ, bien, de tout ce qui va dans nos kombuchas, naturellement. Mais tu as aussi tous les fruitiers possibles qui poussent au Québec. Camerise, à mélange, sureau, pommes. On a la magnifique épilobe qu'on exploite là, dans notre nouvelle gamme, qui était une plante qu'on ne connaissait pas, mais qu'on trouvait belle. L'épilobe, c'est le thé le plus populaire en Russie. C'est une plante qui pousse ici de façon indigène et qu'on n'exploite pas. Fait que c'est le temps qu'on découvre nos plantes du Québec. Fait que là, vous allez avoir la chance d'y goûter dans notre nouvelle ligne de kombucha. Elle est délicieuse, vraiment. Je comprends. Est-ce que tu veux me parler des différentes saveurs de kombucha que vous offrez ici?
à la bioferme des Dans Caps? l'ancienne ligne, qui existe encore, là, notre gamme principale, c'est sureau, argousier, mélisse et agastache, menthe. Puis tu as la ligne de pissenlit qui est faite juste à partir de la racine de pissenlit qui est fermentée. Fait que ça aussi, c'est une gamme de kombucha qui est plus locale, qui n'a pas de thé dedans, là. La racine de pissenlit, tu as la pure, la kofucha, puis tu as celle au pébina, puis celle à la rose. Après, tu as les 5 nouvelles saveurs qui sont épinette, sapin, basilic, sauge et livèche, puis aronie, qui poussent tout ici naturellement. Dominique, veux-tu me parler de la façon avec laquelle vous travaillez à la bioferme des Caps? Oui, bien, pour les plantes quand même un petit peu plus fragiles, on a 2 serres. La plus grande qui est là devant moi, on était la chercher quand SMA, les serres ont fermé leurs portes. Il n'y avait personne qui la voulait. Moi, je l'ai achetée pour 150$. Mais l'idée, c'est qu'elle était toute montée, puis il fallait la démonter et la remonter. Fait que finalement, elle m'a coûté 150$ d'achat, mais en tout cas, mais c'est une serre tellement solide, tellement bien faite, là, ça ne peut pas ne pas résister à nos vents. Puis on a un petit quelque chose des sœurs SMA à la ferme. Là-dedans, on cultive toute la gastache qu'on a besoin pour notre kombucha, la sauge qui est un zone 6 que je ne pourrais pas cultiver ici, par exemple. C'est ça, on a la menthe, on a quand même un peu de mélisse, c'est ça, on a des plantes plus fragiles. Là. Je comprends. Est-ce que vous utilisez beaucoup de machinerie sur la ferme? Non, tout est à échelle humaine. J'ai un petit tracteur, mais il sert plus à tirer des remorques pour le bois ou des choses comme ça. Tout est à échelle humaine, tout est cueilli à la main, tout est planté à la main. D'ailleurs, quand on plante, on ne tourne pas notre terre, on rajoute des buttes, on fait attention à notre sol. On est en forme. Il n'y en a plus. Ah oui, on a 3 alpagas qui sont arrivés cette année. C'était mon cadeau de fête. Ils ont comme agrandi la grosse famille, la bioferme. On a la petite biquette grippette qui est vraiment tannante, mais vraiment attachante. Et puis, on a le gros âne mammouth Nazareth. Puis à ça va s'ajouter 3 dindes, des canards, des poules et des poulets. Pourquoi on a une mini-ferme? Bien, nous, à la bioferme des Caps, on est vraiment dans la permaculture, puis comme toute la grandeur de la nature. Donc, les animaux nous rendent service. C'est grâce à eux qu'on enrichit nos champs, parce que nous, on est sous régie permaculturelle, mais biologique aussi. Donc, on fait rien. On est encore plus catholique que le biologique. On ne fait rien rentrer ici. Donc, tout ce qui sort de nos belles petites bêtes sert à enrichir le sol. Puis, bien, ça nous aide aussi pour notre consommation parce que les œufs, puis la laine, on essaie de pratiquer d'utiliser tout, tu sais, de faire une économie circulaire, si on veut. Là. Je comprends. Fait que là, en fait, ce que tu me décris, c'est la permaculture. Oui, la permaculture, que nous, vraiment, on est intégrés là-dedans. Super. Je pense que vous développez aussi des produits à la bioferme des Caps. Oui. Est-ce que tu veux m'en parler? Oui, nous, on est partis. Bien, la bioferme des Caps, c'est moi et ma mère. Puis on est vraiment des passionnés de la santé, puis surtout de la fermentation. Donc, 2 de nos grands produits, c'est le kombucha Corzen, bien sûr. Puis d'ailleurs, je dois vous dire qu'on est super fiers. On est les premiers kombucha à être certifiés Aliments du Québec biologique. Puis en plus, on est un super beau produit de la Côte de Beaupré. C'est vraiment le fun, merci. Donc oui, on est producteur de kombucha et notre offre en fermentation s'en va aussi dans la lactofermentation. Hein, nous, on pratique à la bioferme des Caps les méthodes ancestrales de conservation des aliments. Donc la fermentation, la lactofermentation, ça va de soi. Donc on fait plein de choucroutes, elles sont vraiment bonnes, là, vraiment, vraiment. Fait que c'est vraiment nos 2 produits, mais tu sais, on a une grosse offre de produits biologiques, de surplus maraîchers, mais on est vraiment plus axé sur la méthode ancestrale de conservation des aliments. Super. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce qu'est la lactofermentation? Oui, la lactofermentation, c'est qu'on se sert de toutes les enzymes naturellement présentes sur le chou pour... on le fait fermenter avec du sel puis d'autres légumes, là, puis de l'eau, puis là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va développer de l'acide lactique qui va goûter un peu comme du vinaigre, puis qui va conserver l'aliment, puis même décupler ses valeurs nutritives.
manger du chou qu'on cueille de même, c'est le fun, mais manger de la lactose, c'est encore mieux. Fait que, puis c'est vraiment bon. Nous, en plus, on est vraiment... on rajoute pas grand-chose, on fait vraiment ressortir les saveurs de l'aliment lui-même. Là. Super. Tu pourras y goûter tantôt si tu veux, je vais Ça t'en va me donner. faire plaisir. Est-ce que tu veux me parler un peu de ton profil d'entrepreneur puis de comment tu vas chercher de l'aide un peu autour des ressources disponibles? Je te dirais que mon profil est une très courte vie. J'ai commencé à être entrepreneur juste en janvier cette année. Avant, j'étais travailleur, ingénieur électrique, à temps plein dans une compagnie étatique. C'est vraiment ma mère qui a commencé la bioferme puis qui a tout franchi les portes. Mais moi, cette année, de l'expérience que j'ai présentement, je dois dire que le plus grand support qu'on a eu, c'est vraiment vous autres. Vraiment, vraiment. Parce que au-delà des supports financiers qu'on peut donner aux entrepreneurs, aux femmes qui partent en entreprise ou à l'agriculture, c'est vraiment les personnes qui sont là, puis qui nous connaissent, puis qui nous suivent, puis qui s'intéressent, puis qui nous encouragent. Je veux dire, vous êtes les... En tout cas, moi, là, j'ai capoté quand j'ai vu ça. Je trouve vraiment que ça fait une différence. Parce que c'est quand même quelque chose de se pitcher dans l'entrepreneuriat. Donc, de se sentir épaulé, je trouve que ça fait vraiment une différence. Fait que là, il reste juste à se faire connaître, puis que le monde puisse avoir la chance de goûter à nos super produits. Nous aussi, on y Qu'on croit. fait tout ici. Qu'on fait tout, hein? Ça, c'est super important. Le kombucha que vous voyez ici, là, toutes les plantes qu'on met là-dedans, on les a plantées, on les a fait pousser, on les a cultivées, on les fait sécher ou transformer, puis ça finit dans le kombucha. Fait que notre kombucha, on n'est pas juste une usine de on prend du sucre puis on le transforme. Non, on a vraiment à cœur la qualité du produit puis d'offrir quelque chose de vivant. C'est pas pasteurisé. Fait que oui, ça va faire des bulles après quelques mois. Peut-être même faire un petit pchit. Mais ça, c'est le gage que ce que vous allez boire, c'est vivant puis ça va être nutritif pour vous. Félicitations. Merci. Ouais, wow. Vraiment cool. Fait que ça, c'est la nouvelle gamme, ça, c'est l'habituel, puis en bas, c'est ça que tu disais, là, que t'aimes moins, là. La semaine prochaine à l'émission, nous continuons nos visites dans les sites satellites et on parle aussi terre en friche. À bientôt!